Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui le docteur Donald Moupapa Kibadi. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Donc, vous êtes sur Africain dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui le docteur Donald Moupapa Kibadi de la République démocratique du Congo. Donc, à ses côtés, il y a le président de l'Union internationale des journalistes africains, Lansana Camara, qui n'est plus à présenter parce que c'est un habitué de ce plateau. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur le journaliste Solikara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous êtes médecin urgentiste et également homme politique. Mais avant de commencer nos questions, je vous demande de bien vouloir vous présenter à nos téléspectateurs face à la caméra. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Solikara. C'est avec un grand plaisir que j'ai accepté votre invitation pour partager, du moins, parler de mon pays, la République démocratique du Congo. Donc, en bref, pour une brève présentation, je dirais, je suis docteur Donald Moupapa Kibadi Mumbwinzo. Je suis originaire du Congo, Kinshasa, et je suis médecin urgentiste en France, au SAMU et au service des urgences en France. Et en dehors de ça, je suis un homme politique et j'ai commencé à militer depuis que j'étais étudiant à l'université de Kinshasa en 1979 déjà. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même plusieurs années. Donc j'ai milité au sein d'un grand parti politique, IDPS en sigle. Donc c'était l'Union pour la démocratie et le progrès social du président Étienne Tshisekedi, président Mbouankiem, Vincent, président Liaou et le président Kibasa Maliba, qui sont tous bien sûr partis. Et aujourd'hui, donc je sors d'un même bord politique qu'est l'actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo. Voilà, donc, et j'étais cadre de ces partis politiques ici en France pendant plusieurs années. Jusqu'en 2013, j'ai créé, donc j'ai quitté ces partis pour créer mon mouvement politique que j'ai appelé FEDER, la Fédération de républicains et démocrates congolais qui militent bien sûr pour une quatrième république et une république véritablement démocratique et où le droit du peuple et la souveraineté de la République démocratique du Congo est respecté. Donc je lutte pour l'avènement d'un véritable état des droits jusqu'aujourd'hui depuis ma jeunesse. Très bien. Merci beaucoup, docteur, de cette présentation complète. Donc, vous êtes venu aussi avec des livres, hein? Ouais. Vous en avez écrit vous-même. Ouais. Je vais les présenter en début d'émission, mais également en fin d'émission. Donc, vous êtes venu avec ce livre donc, qui est écrit par Patrick Mbeko et dont le titre « Stratégie du chaos et du mensonge ». Et voilà ce livre. Et donc, tout est basé sur le Congo, la République démocratique du Congo. Le second livre, donc, l'Holocauste au Congo, Charles Onana, il est là. Donc, ce livre également donc, parle surtout de la guerre en République démocratique du Congo. Et enfin, vous-même, vous avez écrit un livre qui s'appelle « La Renaissance du Grand Congo ». Hein. Ce n'est pas le seul d'ailleurs, mais c'est le dernier, je crois. Et donc, la Renaissance du Grand Congo. Et ce livre également parle donc de votre pays, la République démocratique du Congo. Alors, donc, je conseille les téléspectateurs d'essayer de retrouver ces livres parce que le docteur m'a dit, dès qu'on lit ce livre, on comprendra l'histoire de mon pays et aujourd'hui de la situation dans laquelle elle se trouve. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation, docteur Moupapa. La première question que je souhaite vous poser, parce que vous êtes donc de la République démocratique du Congo, l'un des géants de l'Afrique dans tous les sens du terme.
que ça soit en superficie, mais également en ressources minières, énergétiques, etc. Donc, mais aujourd'hui, le Congo est en guerre. Et donc, et les Congolais également ne sont pas riches, et pourtant le pays est riche. Comment peut-on expliquer ça? C'est vraiment le plus grand paradoxe, en fait, pour ne dire que du Congo, mais c'est un plus grand paradoxe pour l'Afrique en général. S'il faut comprendre ces paradoxes, c'est-à-dire que les Africains et les Congolais doivent comprendre ce qui a poussé justement les Européens à partager, à balkaniser. C'est ça, donc moi je parle de la balkanisation de l'Afrique, puisque en 1885, à Berlin, il a été en fait décidé qu'on puisse balkaniser l'Afrique en petits morceaux. Et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes presque à 54 États, hein, si je ne me trompe pas, donc en Afrique. Alors qu'il y avait des grands empires, il y avait de grands royaumes, et donc c'est la politique de diviser pour mieux régner. Alors, malgré cela, les Congo avaient échappé, puisque le roi Léopold II avait une grande influence en 1885, et il a pris une grande partie de l'Afrique, donc du royaume Congo, avec d'autres empires, et ils ont mélangé. Hein. Donc, il y a eu deux royaumes et des empires qui font actuellement la République démocratique du Congo. Mais à l'époque, dans l'Angola, le Congo-Brazzaville, le Gabon, et même une partie du Cameroun et une partie de la Guinée équatoriale appartenaient au royaume Congo. Alors, ces gens-là, tous, ils parlent la même langue et ça se chevauche comme ça. C'est ce qu'on appelle les Bantous, c'est ça? Mais exactement, dans tout le bassin du fleuve Congo. Donc, c'est la bande verte que vous voyez au milieu de l'Afrique. Et cette bande verte est remplie de richesses. Donc, toutes les richesses du monde entier se trouvent représentées là-bas et en grande quantité et à ciel ouvert. Il y a des minéraux qui ne sont pas encore détectés jusqu'à aujourd'hui, puisque la cartographie n'est pas encore finie. Alors, donc, on découvre encore plusieurs minéraux, puisqu'à l'époque, dans 1885, on ne parlait pas du coltan, on ne parlait pas de la tantale. Donc, et aujourd'hui, on parle de ces minéraux ou de ces minéraux qui sont très, très importants dans le monde actuel, parce qu'on les utilise avec, voilà, avec l'avènement de l'Internet, de la voiture électrique, et même, portable. Oui, et même de la transition énergétique. Donc, le Congo joue un rôle très important dans cette nouvelle, dans cette révolution de l'Internet. Est-ce que ce n'est pas aussi son malheur? Ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas un malheur, puisque moi, je me dis, c'est tant puisqu'on est encore trop faible, on a été affaibli encore par les Africains eux-mêmes, hein, qui affaiblissent les Congos, puisque je vous renvoie à la phrase d'un grand savant antillais, Frantz Fanon, qui disait que l'Afrique a la forme d'un revolver. Si vous tournez comme ça, et la gâchette se trouve au Congo. Et si les Congolais appuient sur la gâchette, donc l'Afrique décolle avec les Congos. Donc, alors, cette phrase nous a mis à genoux. C'est-à-dire, ceux qui comprennent les choses, dont la géostratégie mondiale, en se basant sur cette phrase et la stratégie de la communauté internationale et les multinationales, s'assied sur le Congo pour que les Congolais ne puissent pas appuyer sur la gâchette. C'est-à-dire développer les Congos et développer l'Afrique en général. Donc, tous les Africains doivent savoir que la guerre qui est actuellement en Afrique utilise plusieurs acteurs. Il y a la communauté internationale, donc les gens ne comprennent pas. Ces termes-là, c'est un terme vague. Mais cette communauté internationale, c'est comme dans la forêt équatoriale, c'est la jungle. Et dans la jungle, vous allez voir, il y a des animaux comme les lions, les léopards, les tigres et tout ça, et des autres animaux comme
les zèbres, les antilopes et tout ça. C'est-à-dire les prédateurs et les proies. Voilà, exactement. Et les zèbres. Donc, c'est comme ça. Donc, si tu n'as pas la bombe atomique, si tu n'as pas des missiles et tout ça, tu es considéré comme zèbre et tu manges les feuilles. Ouais. Hein? On est Voilà. considéré comme la proie. La proie. Et tous les félins. Donc, ces gens-là, donc, ils se comportent comme des félins dans la forêt. C'est-à-dire, c'est la loi du plus fort. Hein? Et c'est ça que nous observons aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils ont des stratégies. Et ces stratégies, c'est ça, justement, c'est pourquoi je vous dis, je vous demande de lire, justement, la stratégie du chaos qui a été, justement, militée, imposée au Congo jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi on nous a mis à genoux par un petit peuple, un petit pays, pas un petit peuple, un petit pays, le Rwanda, qui est utilisé comme, en fait, le maître d'œuvre. Mais l'architecte, c'est... Les donneurs d'ordre même sont là. Les donneurs d'ordre ne sont pas en Afrique. Ils sont à l'étranger. Et là, il y a, en fait, Museveni de l'Ouganda, qui a été aidé par Mobutu pour avoir le pouvoir. Et en même temps, lui, il prend Kagame en Ouganda, qui était son chef de renseignement, et il les place au Rwanda, après avoir abattu l'avion d'Abiyarimana, justement, et c'est ce chaos qui a commencé là, hein, le 6 juin 1994, oui, par le génocide de Rwandais en général. Il y a eu des Tutsis et des Hutus qui étaient décédés. Mais tous ces gens-là, on les a poussés, 3 millions de personnes avec des armes à l'est du Congo. Mais à ces moments-là, donc on avait découvert les coltans, tantal, de l'or, du cobalt en grande quantité, les lithium qui servent aujourd'hui des batteries, hein, pour les véhicules électriques et tout. Donc ils avaient découvert ça déjà. C'est pourquoi cette guerre-là, quand moi j'étais en Allemagne, ils m'ont dit, vous allez connaître une guerre et qui va durer 30 ans. Et, oui. Et cette guerre a commencé en 1996. On est en 2025. Donc, il reste encore jusqu'à un an. Logiquement, d'après les plans qui étaient tracés par ceux qui mettent le Congo dans les chaos. Et si le président actuel, Tshisekedi, qui est au pouvoir, connaissait tout ça, il n'allait pas dire que Kagame, c'est un frère, et Kagame, c'est l'homme sur lequel il doit s'appuyer pour résoudre les problèmes du Congo. Or, celui qui a créé ces problèmes ne peut pas les résoudre. Ça, nous le savons très bien. Hein? C'est pas... Et quand vous lisez les livres, vous allez comprendre qu'il y a toute une stratégie du chaos pour mettre le pays à feu et à sang. Et aujourd'hui, on a, selon les recherches de Charles Onana, on a dépassé le 10 millions de morts. Vous voyez? Donc, c'est énorme. C'est énorme et ça continue. Et là, c'est encore repris après l'échec du processus de paix de Luanda. Voilà, exactement. Donc, la guerre a repris. Donc, c'est la 5e guerre. Hein, depuis l'avènement de Kagame au pouvoir, c'est la 5e guerre imposée au Congo. La première, c'est la guerre AFDEL. Deuxième, c'est la guerre RCD Goma. Troisième, c'est la guerre des CNDP, de Nkunda Batouare. Donc, RCD, c'est Azarias Roberwa. AFDEL, c'est Kabila Laurent. Et les CNDP, donc, signe un accord avec Kabila. C'était le 23 mars 2009. Et c'est le 23 mars, retenez bien, 23 mars 2009. Et en 2012, donc, ces gens-là, ils sont incorporés dans l'armée du Congo. Donc, tous les généraux qui sont d'origine rwandaise, formés par le Rwanda, ils font la guerre au Congo comme des Congolais. Et en même temps, ils vont faire des accords et tous ces gens sont incorporés dans l'armée congolaise. Avec des grades et tout ça, ils montent selon les recherches de Charles Onana, tu vois un sergent qui devient général.
Comme le Nkunda Touaré, c'était un sergent. Voilà. Donc, c'est ça, donc, ce sont des accords politiques. Donc, des accords politiques qui font que ces gens-là, avant qu'ils arrêtent la guerre, il faut qu'ils obtiennent la nationalité congolaise et incorporés dans l'armée congolaise. C'est ça, justement. Alors, donc, c'est cette infiltration qui continue jusqu'à aujourd'hui et ils occupent des terres. Aujourd'hui, je vous parle, il y a 5 territoires donc, congolais qui sont entre les mains de cette rébellion qui a changé de nom. C'est toujours l'AFDEL, mais ils changent de nom chaque fois et ce sont les mêmes personnes, les mêmes militaires rwandais qui viennent et les chefs, ils restent à Kinshasa et les autres, ils repartent, ils refont une autre rébellion. Donc maintenant, on les appelle M21. M23. M23. Et M23, c'est mars, hein, donc le 23 mars. Et le 23 mars, c'est cet accord que les CNDP de Nkunda Touaré avaient signé avec le gouvernement de Kabila en 2009. Donc, 23 mars, ils prennent mars, ils mettent M, et 23, donc M23. Mais ils oublient l'année. Ils n'ont pas mis l'année. Donc, cette rébellion devrait s'appeler la rébellion du 3 mars 2009. Vous voyez? Donc, c'est jusqu'aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes hein, et qui étaient à Kinshasa déjà, incorporées dans l'armée congolaise et qui font défection, puisqu'ils cherchent toujours à avoir plus de militaires rwandais au sein de l'armée congolaise. C'est ça leur stratégie, et prendre 300 km à l'intérieur du Congo, là où il y a des mines. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Et c'est vraiment très, très difficile si le président actuel ne comprend pas cette stratégie-là du chaos et de l'occupation donc de terres congolaises. Aujourd'hui, nous avons presque 10 millions de Congolais qui étaient, de paisibles Congolais qui étaient dans leur pays et qui étaient d'ailleurs dans des zones minières, puisque nous avons des villages qui sont construits sur des mines. Alors, pour exploiter ces mines, il faut chasser ces villageois. D'où il faut bombarder des villages et tout. Et quand ils vont fuir, donc, ils exploitent les minerais. Et ces minerais sont vendus au Rwanda. Et vous avez vu, donc, et même l'Union européenne, aujourd'hui, signe des contrats avec le Rwanda, qui n'a même pas de gisement des minerais sur des matières qui ne se trouvent au pas Congo. sur le sol rwandais. Eh bien, le doyen Camara, donc ça veut dire que cette guerre est une guerre d'intérêt, une guerre économique, donc on pillage. Alors, la mafia internationale est à l'œuvre depuis longtemps. Mais cette mafia internationale des intérêts sordides a su jusqu'ici se servir de certains Congolais. Quand Mobutu est tombé, le premier ministre de Mobutu s'appelait Dukulia. Oui. C'est quelqu'un qui avait l'air d'avoir une très bonne formation. Et quand il est venu à Paris, on l'a rencontré. Il a dit, Mobutu est tombé, je ferai tout pour prendre le pouvoir, pour redresser mon pays. Entre-temps, c'est Laurent Désiré Kabila qui est arrivé. Le même Laurent Désiré Kabila, en 1999, quand il est arrivé lui aussi, on l'a rencontré. On lui a dit, mais Monsieur le Président, vous êtes entouré de gens pas sûrs. Les Rwandais, les naturellement Ougandais qui vous accompagnent. Monsieur le Président, ce n'est pas des gens sûrs. On a dit ça à Laurent Désiré Kabila, qui a été reçu d'ailleurs par Chirac. Et on lui a dit, le plus vite sera le mieux, c'est-à-dire faire venir les cadres comme Moupapa, qui est un excellent médecin, et beaucoup d'autres cadres qui sont aux États-Unis et en Allemagne. C'est comme ça qu'il faut faire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Dukulia avait raison, puisque, entre-temps, Kabila n'a pas voulu effectivement écouter Dukulia. Kabila l'a mis, si tu veux, dans le placard. Et arrivé à ce qui est arrivé, parce que qu'on aime Mobutu ou pas, mais Kagame n'aurait jamais eu le culot de s'attaquer pendant le long règne de Mobutu. Kagame n'aurait jamais eu le culot d'attaquer la République démocratique du Congo. Oui, mais c'est lui que Kagame a renversé, finalement, afin que les rebelles de Kabila avaient renversé avec le soutien de Kagame. C'est-à-dire que Kagame c'est le diable africain, le président diable.
C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être avec toi, mais qui peut être très dangereux tout en étant avec toi. C'est ce qui s'est passé avec Laurent Désiré Kabila. Il a fait semblant d'être avec Kabila, mais il n'était pas avec Kabila. Lui, ce qui l'intéressait, c'est de mettre la main sur les matières premières, faire venir, évidemment, entre-temps, sérieusement, au lieu de faire la guerre à la République démocratique du Congo, et je mets l'accent là-dessus, il valait mieux créer un marché commun régional où chacun vient avec ce qu'il a, pour mieux servir les populations sans faire la guerre. Ensuite, il faut remettre les choses en place. La faute, c'est l'Union africaine. Comment l'Union africaine doit dire à Kagame, ce que tu fais est contraire à l'unité africaine. Si tu cesses d'arrêter de taper sur la République démocratique du Congo, tu restes dans l'Union africaine. Maintenant que tu continues à être le va-t-en-guerre, mais terrible, l'assassin, alors on t'exclut de l'Union africaine. Et je passe par cette occasion pour dire à l'Union africaine d'exclure Kagame de l'Union africaine aussi longtemps que Kagame s'attaquera à la République démocratique du Congo. Tous les panafricanistes doivent dire ça. Kagame ne mérite plus d'être dans l'Union africaine. Kagame ne doit pas avoir la voix au chapitre dans l'Union africaine. Il faut être africain pour le dire, dès maintenant. Ensuite, les Congolais eux-mêmes. Quand Kabila fils prend beaucoup d'argent, reste longtemps au pouvoir, mais gouverne très mal. Oui. Ce même Joseph Kabila veut revenir aujourd'hui dans le concert, si tu veux, de ce que j'appelle... Dans le jeu politique congolais. Il faut dire à la justice de la République démocratique du Congo qu'il faut d'abord qu'il restitue au peuple congolais tout ce qu'il a volé. Oui. Mais il a volé des milliards. Mais comment... qui c'est qui dit, quand il est arrivé, pourquoi il n'a pas exigé que ce type-là ramène tout ce qu'il a volé? Si Joseph Kabila doit être candidat, il faut qu'il d'abord ramène tout ce qu'il a volé. Les Katumbi, tout ce qu'ils ont volé. Parce qu'avec cet argent, on peut construire des ponts, des hôpitaux et en même temps améliorer la vie des populations de la République démocratique du Congo. Donc les Congolais, quelque part, eux-mêmes se piègent. Les Katumbi et naturellement les Joseph Kabila, tout ça, c'est ce que j'appelle qu'il faut les mettre à la retraite politique. Ils ne doivent pas être candidats à la présidence prochaine. Maintenant, Tshisekedi, voilà quelqu'un qui nous semblait équilibré. Voilà quelqu'un qui sait que son pays patauge dans le chaos. Mais qu'est-ce qui l'a empêché de réorganiser l'armée de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce qui l'a empêché? Je me demande toujours comment un pays aussi riche, avec tout ce qu'il a, n'a pas pu organiser une armée de défense réelle. Mais Kagame n'est rien si l'armée de la République démocratique est organisée. Donc je compte sur Moupapa et les autres pour que la République démocratique du Congo, cette année 2025, sorte de ce que j'appelle la misère et naturellement le déshonneur. Voilà, je vais ajouter quelque chose. Et je voulais dire aussi que le gouvernement gagne du terrain. Ils ont quand même conquis quelques territoires. Quelques villages. Oui. Bon, je vais vous dire une chose. Donc, c'est qu'avant de dire qu'on a pris quelques villages et tout, donc il faut savoir, comme dit les doyens Camara, que Tshisekedi devrait comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre, la genèse même de l'avènement de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila au pouvoir. Et comment on assassine les pères et par en fait un coup d'état de palais, et ça profite à son fils qui ne fait aucune recherche, même pas d'investigation pour arrêter les véritables assassins de son père. Donc, dans tout ça, il y a cette stratégie du mensonge. Donc, et quand j'ai parlé de la stratégie du chaos, ça fait partie. Donc, Kabila fait partie justement de cette stratégie des triumvirats. Il y a Museveni, Kagame et Kabila. Donc, et ces gens-là, quand le peuple congolais, à chaque fois, prend une décision d'une autodétermination, là, vous avez dit pourquoi Kagame pouvait renverser Mobutu. Mais Mobutu, moi, je vous ai dit que j'ai commencé la politique en 1979. J'étais encore étudiant, j'avais 19 ans. Mais
quand nous avons combattu Mobutu, nous les étudiants, on était les premiers opposants de la République démocratique du Congo, puisque la répression de Mobutu a commencé, donc contre les étudiants, a commencé en 1969. Donc, ce sont les premiers étudiants. Aujourd'hui, les docteurs Songe, ils sont encore vivants, le maître Kinkela. Donc, nous avons combattu Mobutu puisqu'on voyait déjà que Mobutu était en train de nous amener droit dans le mur. Bien qu'il a instauré une dictature, mais il a rassemblé les peuples. Ce que je reconnais à Mobutu, c'est l'unité nationale, où il disait Papa Bo Moko, c'est-à-dire on est école Moko, c'est-à-dire on est tous Congolais, de Zaïrois à l'époque, puisqu'il avait changé les noms, oui, le nom, mais la gestion du pays était chaotique à partir de 1974, avec la zaïanisation. Le pays était par terre. Alors, donc, Mobutu a continué malgré ça, et s'il avait arrêté, il avait arrêté du moins Mobutu était parti en 1975, c'est-à-dire s'il avait fait 10 ans, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on aurait regretté Mobutu. Mais il a trop tiré sur la corde, et en faisant 32 ans, et un franc congolais qui est égal à 2 $, Mobutu l'a laissé à $1 à plus de 5 millions. Vous voyez. Donc quelle ça veut dire qu'il y a la monnaie a dégringolé. Déprécié totalement. Et l'économie par terre. Puisqu'au Congo, nous avions même des licences de montage de véhicules au Congo. Les véhicules Isuzu, des véhicules Mitsubishi, ça s'est monté à Kinshasa. Vous voyez, donc on était premiers producteurs de cobalt, premiers producteurs de manganèse, premiers producteurs du cuivre et de l'uranium. Et même sur le plan agro-industriel, nous avions vraiment une économie florissante. Jusqu'en 1974, quand Mohamed Ali et Foreman étaient venus combattre au Congo, un franc congolais est égal à 2 $. Donc le Congo avait une monnaie très forte. Pourquoi? Puisque nous avions une grande quantité d'or dans notre banque. Et aujourd'hui, le Congo a beaucoup d'or. Donc à l'est du pays, où il y a la guerre aujourd'hui, alors que dans notre banque, nous n'avons pas de réserves. Or, aujourd'hui, vous savez très bien que tout le monde évite les dollars et essaye de garder comme réserve, c'est en or. L'or, donc bien sûr, 1 kilo. Refuge. Oui, un lingot d'or aujourd'hui, c'est 80 000 $. Vous vous rendez compte? Nous avons de l'or dans notre sous-sol en grande quantité. Donc, si nous prenons cet or, donc cette grande quantité, nous avons 3000 tonnes, par exemple, d'or dans notre banque, c'est fini. Donc, nous allons battre une autre monnaie en fonction de ce que nous aurons comme réserve et on peut encore revenir à 1 $, un franc congolais égal à 2 $. C'est possible. Donc, oui, c'est pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui, donc, on est mis à genoux par un petit pays comme le Rwanda, mais c'est avec la stratégie des mensonges. Et ils utilisent les Congolais donc pour nous assujettir et l'occuper le plus longtemps possible. Mais si nous avons compris cette stratégie du chaos, il faut maintenant que nous puissions nous ressaisir et pour qu'on puisse répartir sérieusement et rebâtir notre pays. Mais ça passe par une bonne réorganisation des élections. Donc, et là, je vais justement introduire cette histoire de changement de la Constitution. Voilà, exactement. Parce qu'on revient, et la guerre aujourd'hui, donc il y a deux éléments. Il y a cette guerre à l'Est, donc, et ces problèmes qu'on est en train d'introduire dans la discussion pour distraire les Congolais en parlant de la révision de la Constitution. Et pendant la guerre, or, notre constitution que j'ai là, moi, donc cette constitution congolaise, donc je l'ai ici avec moi, c'est-à-dire cette constitution a prévu le mécanisme même de la révision constitutionnelle. Ça, c'est le titre 7 et article 218 à l'article 219. Mais la Constitution prévoit des mécanismes de révision.
Mais quels sont ces mécanismes? Donc, l'initiative doit être, bien sûr, prise par le président de la République, les gouvernements, après délibération, en Conseil des ministres. Et troisièmement, à chacune des chambres. Donc, nous avons 2 chambres. Nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais en plus de ça, il faut de la moitié de ces membres. Il faut qu'il y ait un vote à ce niveau-là. Et ensuite, une fraction du peuple. Au moins 100 000 personnes. 100 000 Congolais doivent être d'accord. Mais tout ça, donc, ça ne peut intervenir que si le pays n'est pas en guerre. L'article 19 dit « Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. » Donc, selon vous, ce n'est pas le bon moment de réviser la Constitution? Mais la Constitution le dit. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que c'est une distraction. Puisque l'article 219 dit très bien, aujourd'hui, le pays est en guerre. Oui ou non? Oui. Le pays est en état d'urgence. Oui. Le pays est en état de siège. À l'est, le nord, l'Ituri, tout ça, en état de siège. Donc, aucune révision ne peut intervenir maintenant. L'article 219 de la Constitution. Donc, ça veut dire que vous vous basez sur cet article, vous n'êtes pas d'accord pour cette révision? Mais écoutez, il ne faut pas violer la Constitution. Donc moi, je suis contre la violation de la Constitution. À son article 219, c'est clair. Tout est clair là. En état de guerre, état d'urgence, état de siège, pas de révision. Mais certains reprochent au président Tshisekedi de chercher, monsieur le doyen, à réviser la Constitution pour pouvoir briguer un 3e mandat. Est-ce que vous êtes de leur avis, doyen? Non seulement Tshisekedi est en train de tripatouiller la Constitution pour détourner l'attention de ses fautes, parce que si aujourd'hui on tue impunément en République démocratique du Congo, alors que lui, il est chef d'État, il est le président, il veut détourner tout simplement l'attention des Congolais sur la situation très grave qu'ils vivent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Ce n'était pas le moment de mettre en cause la Constitution. Pourquoi il ne l'a pas fait dès son premier mandat? Pourquoi maintenant? C'est de la diversion. C'est ce que j'appelle même amuser la galerie. Non, tu sais qu'il dit, il faut d'abord qu'il cesse d'amuser la galerie et qu'il dise, j'ai trouvé, ça me fait plaisir d'apprendre que quelques militaires de la République démocratique du Congo sont en train quand même d'infliger, si tu veux, quelques raclées à ce que j'appelle l'armée d'invasion, l'armée barbare des Africains qui sont payés par la mafia locale et internationale pour attaquer d'autres Africains. C'est-à-dire le M23. Mais totalement, M23, c'est des bandits. Ce sont des bandits, c'est des voleurs. Ils sont là pour prendre les matières premières. Et ça, c'est très mauvais. Maintenant, je suis très content qu'on dise que l'Amérique arrive avec Trump. Je le redis ici. Si Trump s'amuse à soutenir la mafia contre la République démocratique du Congo, nous allons fabriquer des Fidel Castro, nous allons fabriquer des Che Guevara, je le dis ici, pour affronter et Kagame et en même temps Trump. Donc Trump ne doit pas se tromper. Il faut absolument qu'il soit du côté de la République démocratique du Congo, pas du côté de Kagame. Kagame, nous finirons par avoir sa peau, nous finirons par l'emprisonner. C'est-à-dire le traduire devant les justices à la fois locales et internationales. On va envoyer Kagame à la CPI, il va s'expliquer comment il peut aujourd'hui, avec la mafia internationale, attaquer un beau peuple, un grand peuple, mais un peuple à la fois humain, très humain. Comment ces imbéciles, je dis bien, je ne pèse mes mots, ces imbéciles peuvent attaquer des innocents. Ah, vous êtes très énervé. Je le dis franchement, je le dis sans peur. Kagame est très dangereux pour le Congo, mais les Joseph Kabila aussi sont dangereux. Il faut absolument qu'ils s'expliquent. Et ne pas avoir le courage de le dire, eh c'est être du côté, effectivement,
des menteurs. Et comme nous, en tant que panafricanistes, et c'est là où je rends hommage à Charles Onana, parce que malgré tout, son ouvrage est totalement, je dirais, bien écrit. Oui. Ça est clair. Ça doit passer dans les mains des étudiants. Donc, tous les panafricanistes honnêtes, sérieux, qui veulent le bonheur de la République démocratique du Congo, doivent exiger le changement. Et le changement, c'est maintenant. Très bien. Eh ben, le docteur Moupapa, donc on peut parler de votre mouvement rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, vous avez lancé un mouvement. Oui. Qu'est-ce que vous dites de ce mouvement et quel est l'objectif de ce mouvement, le but de ce mouvement? En fait, c'est dans les livres, si vous pouvez présenter les livres aux téléspectateurs. Moi, je suis en fait le leader d'un mouvement politique que nous avons appelé FEDER en sigle, donc la Fédération de républicains et démocrates congolais. Donc nous avons rassemblé les républicains et les démocrates en même temps pour former ces mouvements, pour que nous puissions justement proposer au peuple congolais un autre programme et changer des paradigmes, changer des logiciels, puisque nous savons très bien qu'unis et autour de cet idéal, le vivre ensemble, nous sommes capables d'infliger une grande défaite à tous ces groupes-là, donc c'est-à-dire les groupes de Museveni, Kagame, Kabila et consorts. Pourquoi? Puisque je vous dis sincèrement que l'armée rwandaise ne peut pas tenir 6 mois contre la République démocratique du Congo, puisque un bataillon seulement a suffi pour défaire ces mouvements M23 que vous connaissez, dirigés par un vaillant fils africain. J'ai dit africain pourquoi? Puisque c'est Mamadou Ndala, qui était des pères sénégalais et des mères congolaises. Et ces vaillants fils, c'était un colonel, a mis à l'échec ces mouvements M23 que vous connaissez là aujourd'hui. Et curieusement, il gagne la guerre. Au lieu d'être décoré par Kabila, il sera assassiné par la complicité de Kabila à Kinshasa. Donc vous voyez quel mérite un militaire qui combat, qui réussit à neutraliser un mouvement qui sème la désolation, qui fait un génocide, est assassiné après avoir gagné le combat. Donc assassiné par sa propre armée. Ouais, donc c'est pourquoi je vous dis que c'est de la mafia là-dedans. Et à chaque fois qu'un officier gagne cette guerre, il est éliminé après la guerre. Donc, et ça doit cesser. Donc, puisqu'il y a beaucoup de complicité là-dedans. Donc, puisqu'on utilise des Congolais naïfs qui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas puisqu'ils n'ont jamais lu ces livres, ils n'ont jamais compris le tenant et l'aboutissant de ces chaos qui a été milité, préparé et comploté contre le peuple congolais. Et aujourd'hui, nous perdons des hommes et nous perdons aussi sur le plan développement. Aujourd'hui, au Congo, il y a des territoires entiers où il y a la malnutrition qu'on appelle le kwashiorkor. Et vous avez entendu une maladie mystique au Congo. Mais tout ça, c'est faux. Ce n'est pas une maladie mystique. C'est une malnutrition. Et ces gens qui sont malnutris, s'ils ont le paludisme, donc ça crée en fait comme une pseudo-grippe et les gens sont décimés puisqu'ils n'ont que la peau, donc les os sur la peau sur les os. En tout cas, vous êtes bien placé pour le savoir. Parce que vous êtes bien évidemment, je suis médecin, je vois, ça me fait très mal que dans un pays où il n'y a pas de désert, où le fruit pousse sans engrais, sans rien, que les gens puissent mourir de faim. Pourquoi? Puisque les gens sont traumatisés, les gens, puisque aujourd'hui, le peuple congolais vit dans une peur. En fait, ils ne savent même pas aller faire les champs puisqu'il y a des terroristes. Donc, même dans cette région-là, il y a des terroristes qui sont à côté de la capitale. Ça désorganise l'agriculture. Mais oui, les gens ont peur d'aller au champ, puisqu'ils sont tués justement par un phénomène qu'on a appelé dans la province de Bandundu, dans ex-Grand Bandundu aujourd'hui, c'est les Kwango, les Kwilu et les Maïndombe. Cette grande province, qui est une province agricole, est infestée aujourd'hui par un groupe qu'on appelle le Mobondo,
C'est exactement comme les M23, mais c'est à côté de Kinshasa. Et ça, même le pouvoir en place n'arrive pas à éradiquer. Donc les gens ont peur d'aller faire les champs, d'où ils meurent de faim dans le village. Oui. Est-ce que votre parti pas normal. est implanté à l'intérieur du pays, du Congo? Oui, depuis 2000, le parti a été créé le 30 juin 2013 à Paris. Et ce parti est actuellement implanté plus à l'ouest du pays qu'à l'est. Ça, je dois vous le dire sincèrement. Puisque moi, je suis de l'ouest, bien sûr, et je n'ai pas encore assez de moyens pour déployer le parti. Et j'étais en France, en exil politique. Donc, depuis l'année dernière, au mois d'août, j'ai arrêté mon exil politique. Donc, je suis rentré au pays pour participer à l'élection présidentielle de 2023. Mais quand je suis arrivé à Kinshasa, j'avais compris déjà, tout était noyauté et tout était préparé pour que... Tout était verrouillé. Verrouillé, voilà, c'est l'expression. Tout était verrouillé pour que les élections ne se passent pas dans de bonnes conditions. Et j'avais tout compris, donc j'ai dit, je ne gaspille pas mon argent, puisque pour participer, il fallait une caution de presque 100 000 $, alors que nulle part au monde, on demande à un candidat président de la République de débourser une caution de 100 000 $ non remboursables avant de faire la campagne. Même aux États-Unis, ça ne se fait pas. Oui, c'est trop. Voilà, c'est trop. C'est trop, c'est impossible. Alors, et là, bien sûr, ils se les partagent, c'est-à-dire le pouvoir distribue l'argent à certains candidats et ces gens, ils viennent concourir avec vous. C'est du n'importe quoi. Voilà. Et donc, comme j'avais compris que tout était verrouillé, donc je n'ai pas voulu prendre des risques de perdre mon argent. Donc, je me prépare pour 2028 actuellement avec mon mouvement qui se développe très, très vite. Et je demande à tous les Congolais d'adhérer à ces mouvements fédères que nous sommes en train qui montent en flèche et qui va ressembler plus à PASTEF du Premier ministre Sonko au Sénégal. Donc, voilà. Donc votre message s'adresse plutôt à la jeunesse. À la jeunesse congolaise et à tous les Congolais, et puis de paix et de justice, puisque nous avons des solutions. C'est pourquoi j'ai amené ces livres pour dire les 3 livres. Il y a la stratégie du chaos, il y a les conséquences, c'est-à-dire l'Holocauste, et il y a la solution. C'est mon livre dont nous apportons une solution. Pour résoudre ces problèmes du Congo, le Congo doit devenir un pays très fort. Nous avons 120 millions d'habitants. Donc, quand on exclut les 10 millions, on est à peu près à 10 millions d'habitants aujourd'hui au Congo, avec 7 millions dans la diaspora. Donc, si nous organisons très bien notre armée et qu'on exclut tous les infiltrés de l'armée rwandaise qui sont au Congo et qui travaillent pour les Rwandais, je pense que 2 bataillons suffisent pour mettre fin à cette mascarade de guerre. En fait, il n'y a pas de guerre. À chaque fois que le Congo veut prendre le dessus, on nous impose un cessez-le-feu. À chaque fois. Et ça se passe au Congo. Nous n'avons jamais attaqué ou poursuivi tous les génocidaires congolais, les génocidaires rwandais qui viennent tuer les Congolais. Donc, il n'y a pas de procès, ni au Congo, ni par une constitution d'un tribunal de paix, un tribunal pénal pour les Congo. Il n'y en a pas. Ben, ce n'est pas normal. Alors aujourd'hui, au lieu que le président Tshisekedi organise ça pour essayer de réorganiser l'armée congolaise, mais il envoie encore sur les champs de bataille les officiers ex-rebelles. Alors, donc, il y a de la trahison. Et c'est pourquoi à chaque fois, il gagne 2 villages et ces villages sont encore repris par les M23. Oui, donc c'est vraiment une mascarade de guerre. Il n'y a pas de guerre en fait. Aujourd'hui, il gagne un village, demain, c'est M23 qui récupère. Pourquoi? Puisque ce sont les mêmes commandants en fait. D'accord. Et si quelqu'un vous rejoint, ça ne va pas finir, quoi. Si quelqu'un veut rejoindre votre mouvement, et en guise de conclusion, comment il doit faire? Quelqu'un veut venir rejoindre votre mouvement? Vous avez des sites internet? Vous avez comment il doit y adhérer?
Oui, bien sûr, nous avons une organisation. Aujourd'hui, nous parlons plus des compagnons du docteur Dona Moupapa, qui est une ASBL qui est bien reconnue et donc qui enregistre les nouveaux adhérents. Donc, à Kinshasa, il y a un bureau et même dans le Bas-Congo, c'est-à-dire et dans les grands Bandundu, c'est bien organisé. Et à Kinshasa même, nous recrutons de, de membres qui viennent en grand nombre, bien sûr, puisque nous représentons la relève et l'espoir du peuple congolais pour 2028. Très bien. Le doyen Camara, donc, quel est votre conseil pour mettre fin à cette guerre? Je fais appel d'abord à Faïlou, mais en même temps, je fais appel à tous les lumumbistes, parce que Lumumba s'est sacrifié pour votre pays. Les lumumbistes doivent compter, non pas pour prendre le fauteuil présidentiel, on s'en fout d'être président ou ministre, mais être patriote, c'est ce qui doit être ce que j'appelle la boussole des lumumbistes. Donc il faut qu'ils se fassent connaître pour que, avec Faïlou, avec les Moupapa, ensemble, il y ait ce qu'on appelle les états généraux de la totalité des opposants crédibles pour sauver la République démocratique du Congo. Et puis faire un mémorandum, dire pourquoi maintenant nous devons gagner la guerre, pourquoi la République démocratique du Congo doit gagner la guerre contre la mafia. Il est temps. C'est-à-dire que vous n'allez pas indéfiniment, avec de très bons lumumbistes, avec des gens qui sont avec Faïlou, avec des gens qui sont avec Moupapa. Vous ne devez pas échouer. Donc les états généraux de l'opposition réelle pour que la République démocratique du Congo retrouve sa dignité et naturellement son rayonnement. C'est ce que je souhaite en 2025 et nous autres panafricanistes, nous serons là pour appuyer les patriotes de la République démocratique du Congo. Très bien. Eh bien, donc, nous arrivons au terme de cette émission. Vous avez entendu le message donc, de ces deux personnalités sur le plateau de Afrique 1, sur la République démocratique du Congo. Donc, nous allons suivre de près cette situation donc, qui se déroule au Congo et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir sur ce plateau pour encore en parler, mais surtout maintenant dans une République du Congo en paix. Je vous remercie les téléspectateurs, donc je vous donne rendez-vous et à très bientôt. Merci sur Afrique 1 face à l'Afrique.